Apéro, course au trophée spécial 6e homme de l'année. Le trophée Jamal Crawford. Non. Mince. Comment il s'appelle déjà? Lou Williams. Lou. Non. Mince. John Havlicek, Bien oh sûr. Hando. Mais il a déjà reçu le trophée du sixième homme, John Havlicek. Ah bah, il n'existait pas tout à fait à l'époque, mais par Ah, contre, il tiens. est considéré dans l'histoire de la NBA comme un des plus grands 6e hommes de tous les temps. Oui, les trophées ont été renommés. Alex, c'est pour ça qu'on en parle. Ouais, c'est ça. Bon, pourquoi pas, John Havlicek. Ah, quand Allez. même. Si, je suis d'accord. En fait, c'est plus ce côté renommage de trophée là que je trouve rigolo. Moi, ça me fait sourire. Les sixièmes hommes. Ces Ouais. hommes très importants Tout à fait. qui te font gagner des matchs souvent. Et oui. Est-ce qu'il n'y a pas tant d'équipes, des grandes équipes sans vrai bon sixième homme? Tu sais qu'il n'y en a pas tant que ça. Hein. Des équipes championnes sans banc, ça n'existe pas. Et alors des équipes sans 6e homme qui vont jusqu'au bout, c'est compliqué. Vous pouvez demander évidemment aux Warriors de la dernière, aux Raptors, aux Lakers, à toutes ces équipes, même les Bucks champions récemment, ils avaient toujours un trompa en sortie de banc, capable de reprendre des missions, pas gérées forcément par les titulaires. Mais ce sont aussi des garçons, comme on a déjà discuté Alex, qui finissent aussi parfois les matchs. Ah oui, ton sixième homme peut tout à fait faire partie de ton meilleur 5 ou en tout cas de celui que tu as envie d'avoir sur le terrain quand ça chauffe. Ouais, Exactement. Et donc du coup, on va parler des 6e hommes aujourd'hui. Vous pouvez aller checker sur le reste de la chaîne YouTube les trophées en cours de fin d'année. Hein. Vous le savez comment ça se passe. On fait le point, tout simplement, sur une trentaine de matchs joués, sur chaque trophée individuel, MVP, rookie de l'année, coach de l'année, défenseur de l'année, avant de s'occuper des progressions. Nous sommes en direct du banc où il fait bon vivre. Et donc, comme d'hab Alex, on va respecter le même line-up et ensuite je vais te lancer sur les critères. Le line-up, c'est tout simplement le fait de dérouler des petits dossiers au fur et à mesure. On va parler de pas mal de joueurs. Attention, je le rappelle, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de votre 6e homme préféré que ça veut dire qu'il est oublié. C'est ça. Moi j'ai une liste là comme d'hab. 7, 8, Moi j'en ai 30. 9 gars que je considère être dans la course au sixième homme de l'année. Yes sir. Tu peux pas avoir, t'as 30 équipes, donc potentiellement t'as 36e homme, tu peux pas avoir 30 candidats. Ben Donc faut bien trier un petit peu. Et alors je te la pose en 100 et en 1000 parce que la transition est formidable. Pour qu'on puisse trier un petit peu, il faut des... Des critères. Et Tout donc à les fait. critères sont les suivants. Alex, un critère pour 6e homme? L'objectivité, l'impact du joueur en sortie de banc. Est-ce que quand il rentre, il met toujours sa race à la seconde unité adverse? Ça, c'est Ouais. important. Est-ce que ça bascule? Donc du coup, ça passe pas toujours, mais souvent par du scoring. Oui. Des sixième hommes de l'année à 6 points par match, faut voir, mais tu vas pas forcément en trouver beaucoup dans l'histoire. Pas trop, ouais. Finir les matchs, moi en fait c'est un critère dont on a parlé mais que je mets quand même assez en avant, dans le sens où ça veut dire que ton coach en fait il croit en toi quand il s'agit de finir l'adversaire. Oui. Donc ça j'aime bien. Tout à fait. On a évidemment Voilà, c'est du les grands scoring, comme critères. tu l'as dit, hein, évidemment, il y a du scoring, parce qu'il y a des gens qui sont très très bons défenseurs hein, en sortie de banc, mais c'est très rarement des gens qu'on va pouvoir voir sur le podium des meilleurs 6e hommes de l'année. Je vous ai mis quelques stats ici, attends, je vais zoomer, parce qu'en zoomant, du coup, vous allez pouvoir voir quelques chiffres. Regardez quelques stats, notamment des garçons qui font du boulot cette saison, on va en parler en long et en large, le temps que je retrouve mon Alexinator. On a du Bénédicte Mathurin, du Jordan Poole, du Bobby Portis, du Russell Westbrook, Tyus Jones, il y a du TJ McConnell, du Malik Monk, du Christian Wood, du Malik Beasley, du Colin Sexton. Je parlais de défense à l'instant, regardez comment Walker Kessler par exemple fait le boulot, avec d'autres garçons, Daniel Gafford à Washington. Et bien malheureusement c'est un peu compliqué pour eux d'essayer de se faire une place sur ce podium des meilleurs 6e hommes de l'année. Voilà, t'inquiète, j'étais en train de parler tout simplement que statistiquement, c'est quand même important d'avoir du point marqué, quoi. Tu te disais à l'instant, Ouais. être un bon défenseur en sortie de banc, désolé, t'auras pas le trophée. Hein. C'est difficile. On voit bien les sixième hommes, on attend d'eux 14, 15 points, quelques passes d'ess. En gros, d'ailleurs, tu le vois dans l'histoire, il y a beaucoup de sixième hommes qui sont des sixième hommes dans le bac court ou au moins des joueurs extérieurs qui ont la balle un peu dans les mains. Ouais, Parce que c'est un peu ça qu'on attend d'eux aussi, quoi. bah oui. Les mecs à la Manu Ginobili, à la Lou Williams, à la Jamal Crawford, Tout à fait. à la Eric Gordon. Bien sûr. Regardez les saisons, hein. Ça me fait penser à quelque chose, Alex, comme critère. Dis-moi. Ah bah si t'es un mec hyper fort dans une équipe qui est nul à chier, je suis désolé. Hein.
Oh là 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 là, que c'est compliqué. Tu peux être le meilleur 6e homme de l'histoire dans une équipe qui a 20 victoires. Pouah, C'est vrai qu'il faut gagner des matchs. Ah, il faut. Ça veut pas dire que tu dois être forcément podium, mais quand même, il faut que tu sois dans une équipe qui est assez compétitive. Et ça me fait penser aussi, Alex, à un critère qui revient parfois dans la tête des votants, c'est le fait que tu as des matchs parfois qui sont gagnés par le 6e homme. C'est-à-dire que tu le disais là sur les fins de match, si ça se trouve, lorsque le lendemain, tout le monde va parler d'un joueur dans les tabloïds, on va dire « Waouh, un tel, il a été tellement énorme ». On a parlé des Jordan Poole, on a parlé des Bobby Portis, on a parlé de plein de garçons. Ce sont des remplaçants, mais qui ont fait vraiment gagner leur équipe. Ouais. Et non seulement ils la font gagner, mais parfois même ils la maintiennent à flot. C'est-à-dire que parfois, ton 5 majeur, il démarre mal le match. Et en fait, la rentrée de ton 6e homme avec quelques autres joueurs du banc, c'est ça qui te permet de revenir dans le match et de le gagner éventuellement. Exactement. Du coup, on va pas perdre de temps et on va se pencher tout de suite sur ces 6e hommes. Alex, on a plusieurs noms qui nous viennent à l'esprit. Est-ce que tu es prêt ? Ouais. Eh bien, c'est parti. Alex, tu es sur le dance floor pour nous évoquer ton premier garçon dans la course au 6e homme de l'année. Russell Westbrook. Ah, de Brody. Bah, mine de rien. Nous avons là un ancien MVP, un mec qui a tourné en triple-double de moyenne sur plusieurs saisons d'affilée. Enfin bref, on va pas représenter Russell Westbrook. Qui a accepté de faire un sacrifice. Eh ben oui, non, mais... Oui. Oh, le mais... coquin. Oh, t'es vilain. Non, mais moi je suis prêt à défendre Russell Westbrook, mais j'adore quand les mecs utilisent le mot sacrifice, tu vois. Genre, ça, tranquille. Genre, en fait, tu fais ce que tu dois faire, en fait. En fait, tu fais ton travail, en fait. Ça dépend quel est le nom le plus important. Hein. C'est soit à l'avant du maillot, soit à l'arrière, c'est tout. Pour que l'équipe, elle fonctionne. Donc Westbrook, c'est ce qu'il a fait. 28 minutes par match, en sortie de banc. Sur 27 matchs, il a été 3 fois titulaire. Donc là, on est vraiment dans le délire de 6e homme de l'année. D'ailleurs, c'est peut-être 28 matchs, je dis peut-être des bêtises, bref, on s'en fout. Quasiment 15 points par match, 6 rebonds, 7,5 passes décisives, un peu d'interception, des pourcentages au tir westbrookiens dans la mode de ces dernières années, hein, c'est-à-dire 40% au tir en global et 28% à 3 points. Donc ça, c'est pas ouf, mais c'est vrai qu'il fait désormais partie de la raison du léger mieux. Il y a Anthony Davis, évidemment. Bon, le pauvre, il est blessé là au moment où on parle. Il y a du LeBron quand même qui, ça va, il apporte quand même encore Austin un peu, Reeves. J'ai l'impression qu'il apporte quand même un peu. Austin Reeves qui est clutch et tout. Mais Russell Westbrook, dans son genre, en seconde unit, t'as quand même pas mal de seconde unit. Ils voient Russell Westbrook rentrer en jeu, ils font... Ouais, faut tenir le rythme, il montre l'exemple. Il y a un côté grinta, il se bat, il fait un peu de tout comme il sait faire. Il score, il va chercher les rebonds. Alors c'est vrai qu'on aimerait le voir un peu plus propre, mais enfin c'est quand même un très beau dossier de 6e homme. Tout à fait, il y a du 15 points avec du 6 rebonds, avec du 8 passes de moyenne. Ce sont des stats énormes. Malheureusement, le bilan des Lakers c'est un petit peu compliqué, donc on va voir ce que ça donne. Alex, on le sait aussi avec Russell Westbrook, la grande question au-dessus de lui, c'est de savoir s'il portera un seul ou 2 maillots cette saison. On sait aussi qu'il y a toujours tout un tas de rumeurs, mais ça s'est calmé à Los Angeles récemment. On a eu des rapports de la part de The Athletic sur le fait qu'on préférerait conserver la Russell Westbrook jusqu'à la fin de saison. C'est aussi la preuve qui va dans le sens du choix qu'il a fait, qui était d'accepter d'être 6e homme. Je suis assez surpris par ces rumeurs. Moi, j'aurais pensé justement que les Lakers allaient essayer de le trader maintenant qu'il avait remonté sa cote. On est bien d'accord. Moi, c'est vraiment des rumeurs. Je suis là, je lis la rumeur, je fais... D'accord, Ginny Buss. On a compris ta stratégie Robert. Avec Rob Pelinka. Ok, Robert. Salut Pelinko. On t'a pas trop grillé, c'est bien. Ah, on est d'accord. Le mec, il a appelé, il a fait... tiens. Allô. Ouais. Sham Charania. Ouais. Alors, dis-moi, tiens. Tu leur dis, j'ai un bon tweet. J'ai un bon tweet pour toi. Tu leur dis jamais on transfère à Westbrook. Sérieux, ouais. Il faudrait au moins 15 pics pour l'échanger. Non, mais c'est un très très beau dossier et félicitations à Russ pour son mouvement. Quand même. Ouais, le dossier est réel en 6e homme en tout cas. C'est pas tout à fait. Petit coup de cœur. Vas-y. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans mes bras? Des os. Bones Island. Oh là là, bordel. Quel kiff. Ah, Denver, Bones Island. Il y a 14 points de moyenne en sortie de banc cette saison pour les Nuggets. Bon, alors lui, la case elle est cochée. Il y a eu des matchs où Denver, il faisait n'importe quoi. Il est rentré, il a fait arrêtez. Ça suffit les conneries. On gagne. Donc je vais shimmy shake. Il y a une énergie quand Bones Island il rentre sur le terrain. Il a des étoiles. Il a tellement de feu entre les mains. C'est beau. C'est smooth, il aime jouer avec ses coéquipiers et en plus
plus il est capable de prendre feu, je l'adore. Il a vraiment aidé à de nombreuses reprises les Nuggets à s'en sortir de plusieurs pétrins où en fait, on a vu des Nuggets un peu léthargiques en défense, où parfois on se reposait un peu trop sur Niko Jokic. Et donc on a eu des absences de Michael Porter Jr., ou de Jamal Murray, ou d'autres garçons. Mike Malone, il se réveille tous les matins et il se dit, tu sais quoi, je sais que ce soir, je vais donner plus de 25 minutes à Bones Island, et les pourcentages on verra, mais on va osciller entre 10 et 30 points. Voilà. Après, tu te débrouilles avec les numéros du loto. C'est bien. J'adore Bones Island. Ouais. Et puis, ce qui est très intéressant, comme tu l'as dit, là, c'est le côté... Il est encore jeune, hein. Bones Island, il n'a pas une immense expérience de la NBA. C'est quoi, c'est un sophomore cette année, non? Ouais. Sophomore. Et donc, du coup, tu peux te dire que dans ce genre de rôle, on verra peut-être qu'il va devenir titulaire aux Nuggets ou ailleurs, mais en fait, dans ce genre de rôle, en mûrissant, il peut devenir exceptionnel, hein. Il peut devenir très, très bon. C'est clair. J'ai envie de te lancer sur un autre garçon. Vas-y. Qu'est-ce que tu penses de Malik Monk cette saison? Attends, mais tu rigoles. Malik Monk, c'est énorme, sa saison de 6e homme. Pardon. 15 points par match. Non, 14 points par match, pardon. 15, je peux y aller. Je crois... Attends, bouge pas, je vais vérifier ses stats. Ouais, t'as raison. Ouais. 14,7 points par match. Et pas que. À 46% au tir et 35% de loin. 4 passes décisives. Il fait 4 passes d'ess, Malik Monk, mec, par match. C'est incroyable. Et preuve étant, c'est tellement incroyable que boum, je vais afficher les stats. Regardez Malik Monk. Justement, je parlais de 4 passes décisives. Alors, il est devant Alex Caruso, dont on va en reparler aussi. On attend de récupérer un autre Alex, l'autre divin chauve. Mais on a les 15 points et les 4 passes de moyenne pour des Kings, dont évidemment on n'a pas besoin de vous reparler au niveau du dossier, parce qu'on a fait des apéros contre eux. Ils ont dit fuck le trash talkers. Ils sont en excellente position, nos copains de Sacramento. Ça se passe très très bien pour eux. Malik Monk est notamment en partie responsable de cette réussite, puisque l'équilibre au niveau du scoring est parfait. Quand c'est pas Kevin Huerter et De'Aaron Fox qui gèrent, t'as toujours un petit Malik Monk qui sera là pour faire le boulot. Lourd. Et il y a plusieurs matchs où il a été énorme. Il y a des matchs où il a sorti les Kings complètement de la merde. C'est génial. Vraiment. Il y a des matchs, il les a tenus en vie aussi. Bon, ils ont perdu, mais c'était contre les Suns, tu vois. Il en a mis, je sais plus combien il en a mis aux Suns, au moins 28 ou 30. Là, récemment, il en a mis 24 sur la bouche des Raptors. Enfin, je veux dire, Malik Monk fait partie intégrante de la réussite des Kings cette saison. Je suis d'accord, obligé de parler de lui. Obligé de parler aussi de Monsieur Bobby Portis. Monsieur Bobby Portis en sortie de banc de Milwaukee. Il y a, attention mesdames et messieurs, il y a un double-double. Un double-double en sortie de banc. 15 points et 10 rebonds de moyenne pour Bobby Portis. Non, mais c'est très, le très bandeau, sale, il est vissé. Alors, il y a toujours, évidemment, les limitations qu'on connaît. Défensivement, tu parlais d'avoir des garçons qui sont là en fin de match. Il va parfois être là. Et puis parfois, on va en abuser défensivement. Les Suns s'en souviennent bien et d'autres franchises aussi. Par contre, dans le hustle, dans l'énergie, Bobby, il y a des matchs, là, récemment, où Yanis, il est en vêtements, tranquille, assis sur le banc, survêt, il mange ses popcorn, et c'est qui va caler son 20-10 sur l'équipe adverse en disant « Mec, tu me regardes dans les yeux, demande à Nikola Mirotic ce qui va se passer. » Il est génial. Et il y en a un autre dans une veine un peu similaire, c'est-à-dire une veine d'intérieur, scoreur, comme ça, qui défend pas forcément hyper bien et tout. C'est le deuxième meilleur scoreur parmi tous les potentiels 6e hommes, puisqu'il met 17 points et demi par match. C'est Monsieur Christian Wood, avec 8 rebonds, une passe d'ess, 55% au tir, 40% de loin. Ouais. Il est chaud, Christian Wood. Il a raté quelques matchs, mais son intégration est quand même intéressante là chez les Mavs. Alors, parfois il stade beaucoup dans le vide. Oui, intéressant dans quel sens en fait? Dans le sens où je trouve qu'il y a pas mal de phases de jeu où le fait d'avoir un intérieur doué pour scorer, c'est intéressant pour le jeu de ces Mavs, que ce soit autour de Luka Doncic ou autour de Spencer Dinwiddie, ou parfois c'est-à-dire qu'il amène une menace qu'ils n'avaient pas avant. Bien sûr. J'aime bien Dwight Powell, Maxi Kleber, ils peuvent éventuellement scorer un peu et tout, mais ils n'ont pas le talent offensif de Christian Wood, je suis désolé. Non, bien sûr. Du coup, c'est une menace supérieure. Ouais. Non, il est... Ouais, c'est ça. C'est défensivement où parfois c'est beaucoup trop compliqué. Et tu as le sentiment que ça n'avait pas non plus hyper bien démarré à partir du moment où Christian Wood est arrivé et où Jason Kidd a fait tu vas être 6e homme. Je pense qu'il s'y attendait pas du tout. Je pense qu'il s'attendait pas à ce que Javel Magui soit potentiellement titulaire. Bon, après, il y a des choses qui se sont arrangées, mais si Wood a aidé
À bien des égards, les Mavs a remporté certains matchs quand c'était compliqué. Mais il y a un gros débat, je trouve, dans la Mavs Nation au niveau de l'utilisation de Christian Wood. C'est-à-dire, peut-être pas assez. Il faudrait encore plus nourrir ce mec qui peut apporter 20 points aux côtés de Luka Doncic. Et d'autres, de l'autre côté du spectre qui disent ah non, mais attendez, doucement sur son utilisation parce que on s'en prend 140 000 de l'autre côté du terrain, quoi. C'est un peu le problème. Puis ils ont besoin de lui. Eh oui. Et c'est leur deuxième meilleur scoreur ou quasiment. Bah ouais, bien sûr. Ah bah, Jalen Brunson n'est plus là, donc oui, tu peux y aller. Il y a Spencer Dinwiddie qui fait un bon début de Oui, saison. oui, mais bien bon, sûr, bien sûr. voilà. Bien sûr. Mais tu vois, ils ont besoin de lui, c'est compliqué comme Ouais. affaire. Mais en tout cas, en 6e homme, il produit. Ouais, je l'avais en 6e homme de l'année, Cristiano, mais bon, heureusement, je ne m'attendais pas à ce que c'est Dallas Mavericks et ces résultats-là. Hein, voilà, c'est la petite surprise. Alex, on en pense quoi de John Wall? Bah, c'est bien, c'est intéressant. Voilà, ça discute, quoi. Est-ce que c'est vraiment lui, le 6e homme? T'as Norman Powell aussi. Norman Powell, qui a eu quelques matchs d'absence. Il y a eu Luke Kennard qui a eu quelques matchs d'absence. Enfin, les Clippers, on le sait. Hein. Il y a eu Kawhi Leonard aussi qui a été 6e homme. Ah bah, les Clippers, il y a des matchs d'absence, de toute façon. Ça, on le sait. Ouais. Compliqué de faire des dossiers avec tout ça. Mais oui, le retour de John Wall est cool. Mais bon, tu vois, je l'avais pas dans ma liste de noms, moi. Non, bien sûr. Qui tu as d'autre dans ta liste de noms? Eh ben, j'avais Ben Mathurin. Ah bah, il faut qu'on en parle, bien sûr. C'est-à-dire que le type est dans la course du rookie de l'année et honnêtement, il est dans la course du 6e homme de l'année du coup. Ouais. 18 points par match avec 4 rebonds en sortie de banc, avec des bons pourcentages au tir, dans une équipe qui surperforme, qui est donc potentiellement en train d'essayer de s'accrocher pour aller en play-off. Moi je dis c'est un candidat pour le 6e homme de l'année. Tout à fait. Il y a quelques garçons que je vais balancer comme ça qui pour moi ne sont pas dans la course, c'est-à-dire podium, mais qui méritent d'avoir un petit shout-out. Monsieur José Alvarado du côté de New Orleans, qui apporte Trey quand Murphy, même du coup, du très très gros boulot avec Trey Murphy, évidemment, hein, qui est énorme. On a du Alex Caruso qui, dans le marasme des Bulls, apporte quand même sa défense, ses interceptions et ses passes décisives, c'est du très très bien. Et puis, dans les dossiers aussi, un peu moins importants, mais forcément qui méritent leur petit clin d'œil. Shake Milton, du côté de Philly, il a énormément aidé les Sixers quand en début de saison, on avait des absences de Therese Maxey et de James Harden. Il a fait, tu sais quoi, le meilleur joueur de Philly, c'est moi. Et lorsqu'il faut retourner sur le banc, il a contribué. Shake Milton, c'est bien. C'est bien, je suis d'accord. Et puis il nous reste quand même peut-être le plus gros dossier de tous ces dossiers-là. Peut-être l'un des plus gros, en tout cas un très gros dossier. C'est un joueur qui est 6e homme chez l'une des meilleures équipes de la ligue quand même. Je t'en prie. Monsieur Malcolm Brogdon. Tout à fait. 14 points, 4 rebonds, 4 passes. Des pourcentages au tir, les pourcentages de Malcolm Brogdon, quoi. C'est-à-dire que quand il rate, c'est la fête pour l'adversaire. Non, c'est vrai, il a des pourcentages l'autre. Il est à 45% à 3 points l'autre. Au moment où il a été récupéré dans un trade par les Celtics, on a tous un peu soupiré parce qu'on s'est dit OMG, c'est le 6e homme et ça va être injuste pour la compétition en fait. C'est un peu le cas. Et c'est un peu le cas. C'est un peu le cas. Propre, il est discipliné, il défend plutôt bien, il croque pas. Il met ses 3 quand il faut mettre ses 3, il distribue, c'est un excellent 6e homme parce que tu as un meneur, gestionnaire, capable de défendre D1, D2, capable de jouer à côté d'un 1 en attaque, sans ballon, avec ballon, créer pour les autres, créer pour lui-même, met ses 3, enfin c'est quand même un bon... c'est un joueur, avant il était titulaire dans des équipes sérieuses. Ouais, non, complètement. Donc moi j'aime beaucoup. Oui, il faut forcément le mentionner. J'en mets juste une petite couche sur Justice Winslow du côté de Portland qui fait aussi du bon travail lorsqu'il a fallu avoir des line-up un peu plus petits et de faire intégrer Winslow en sortie de banc pour dire à Nurkic merci de nous laisser tranquilles. Il me reste 2 garçons à mentionner. Ouais, est-ce que t'en as un chez les Knicks ou pas? Est-ce qu'il y a un 6e homme chez les Knicks? En fait, le groupe, à la base, il y aurait pu avoir du Obi Toppin, mais il a été blessé. Moi, j'ai adoré les entrées d'Isaiah Hartenstein, mais c'est pas un scoreur dans la course au 6e homme de l'année, c'est-à-dire dans les critères. Et Emmanuel Quickley, il est plus dans les rumeurs de transfert qu'autre chose. Je suis d'accord. Ok, c'est qui tes 2 gars alors? Il y en a un où j'ai besoin de créer un débat avec toi. Vas-y. Les Warriors sont champions en titre. Ils viennent de perdre Stephen Curry pour plusieurs semaines. Jordan Poole, en l'état, est le meilleur scoreur de tous les remplaçants de la ligue, à 19 points de moyenne. Ouais. Il carbure. Juste devant Mathurin. Juste devant Mathurin et tout à fait Cristiano dont tu as parlé. C'est le podium. Aujourd'hui, il a joué sur une trentaine de matchs, il n'en a joué que 12 en tant que titulaire, donc il rentre dans les critères Jordan Poole.
Est-ce que avec la blessure de Steph, on va avoir forcément plus de titularisation, donc le dossier de Poole va devenir de moins en moins éligible? Comment est-ce qu'on aborde les prochaines semaines, Alex? Le dossier de Poole va devenir de moins en moins éligible, je pense. C'est compliqué, hein? Je pense qu'il va être titulaire, en plus il va être bon. Ah bah là, les Raptors, ils s'en souviennent. Hein. Et voilà, il va faire des dégâts, il va kiffer. C'est un joueur qui est offensivement, en tout cas, à le niveau d'un titulaire en NBA. Défensivement, c'est un autre sujet. Ouais. Mais offensivement, il a largement le niveau d'un titulaire NBA. Il n'y a pas de problème poste 1. Ouais, poste 1. Donc je pense qu'il va devenir petit à petit inéligible pour le 6e homme parce qu'il va jouer pas mal titulaire. Je crois qu'on est Mais d'accord. sinon, sur le papier, il a un dossier de taré. Bah sinon, il a un dossier de quasi-leader. Hein. T'es à 19 points de moyenne dans une équipe qui galère, qui patauge un peu parce que les Warriors en attendaient mieux. Mais hyper intéressant de suivre les prochaines semaines des Warriors parce que si Golden State se maintient à flot avec un Jordan Poole qui a pris le volant du scoring à deux mains et qui a dit fuck Draymond, fuck Clay, en fait le garçon c'est moi, je vais être à 25 points de moyenne, attention. Mais ce sera pas pour un dossier de 6e homme. Disons que si l'absence de Steph est trop longue et que le mec est titulaire comme ça là pendant un mois et plus si affinité, ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué. Le dernier garçon dont j'ai envie de parler, c'est monsieur Tyus Jones, du côté de Memphis, évidemment, hyper solide, qui carbure comme toujours autant, on l'oublie, on le mentionne en dernier à chaque fois. Tyus Jones, c'est toujours la dizaine de points avec les 5 passes, il y a une balle perdue. Tu parlais de shoot loupé par Malcolm Brogdon. Tu sais que quand Tyus Jones perd un ballon, c'est un jour férié aux États-Unis. Hein. Ah, c'est un truc de ouf. Après, lui, forcément, ça se voit un peu moins parce que c'est le banc global de Memphis qui fonctionne très bien aussi. Tout à fait. Mais donc, plein d'autres garçons, si vous voulez parler de Kevin Love, de Onyeka Okongwu, de Nick Richards, de Chris Boucher et de ne sais-je, vous pouvez évidemment en développer. On va devoir se faire un podium. Ouais. Comme d'hab, vous savez comment ça se passe. Alex va donner son 3-2-1, je vais donner mon 3-2-1. Attention, Alex, au moment où on parle, au bout d'une trentaine de matchs joués, qui est sur ton podium des 6e hommes de l'année? C'est pas facile. En 3, je vais mettre Bénédicte Mathurin. Très bien. En 2, je vais mettre Malik Monk et en 1, je vais mettre Malcolm Brogdon. Très bien. Je mets pas Jordan Poole. J'aurais pu le mettre en 1 sans aucun problème, mais j'ai estimé que son dossier allait malheureusement pour lui partir en fumée pour le 6e homme de l'année, à moins que Curry revienne plus tôt que prévu et qu'il reparte en 6e homme. On va voir. Auquel cas, je pourrais revoir complètement mon classement et avoir Jordan Poole en 1 si on devait faire une update genre vers le mois de février ou mars ou quoi, tu vois. Mais pour l'instant, voilà où j'en suis. Eh bien, j'ai le plaisir de dire que nous n'avons pas du tout le même podium. Ah, d'accord, tu m'as fait peur. C'est génial. Nous n'avons pas du tout le même podium, je te donne le mien et on va pouvoir débattre. Vas-y. En attendant évidemment que les choses changent, mais j'ai monsieur Jordan Poole en 3, avec le dossier dont on vient de parler. En 2, j'ai Tyus Jones de Memphis. Et en numéro 1, j'ai Bobby Portis. Ah, tu n'as pas Malcolm Brogdon. Donc Malcolm Brogdon était à la bataille en 3, il va prendre la 3e place de Jordan Poole quand ce sera le cas, voilà. D'accord. Comme ça va créer le débat. Bouh! C'est comme si je disais, putain, t'as pas Bobby Portis dans ton podium. C'est vrai, non, mais j'ai hésité à le mettre. Mais j'avais envie d'avoir Ben Mathurin quand même pour saluer son travail. Tout à fait. Qui est, je trouve, assez incroyable et prépondérant. Après, c'est vrai que moi, en 6e homme, j'ai tendance à beaucoup prendre des mecs qui ont la balle en main, des arrières. C'est peut-être un défaut. Parce que je considère que c'est une des tâches importantes d'un 6e homme, c'est d'être capable de driver le jeu de l'équipe. Bien sûr. Et avec la seconde unit, et même parfois en fin de match. Mais du coup, t'as pas Malik Monk non plus. Non. D'accord. En fait, Jordan Poole, aujourd'hui, je suis obligé de le mettre podium parce qu'il y a un moment, il a mal démarré sa saison, mais ça va aussi très très bien depuis quelques semaines là. Il a redressé le tir, c'est le cas de le dire. Et forcément, pour Golden State, il y a eu des matchs aussi où ça a été très très bon pour eux. Il y a aussi le réveil de Draymond qui a aidé, mais il y a un moment où juste, faut arrêter. Il a 19 points de moyenne, il a joué 80% de ses matchs en sortie de banc, c'est un podium. J'étais obligé. Ça, c'est en à la limite, anticipation j'entends. des prochaines semaines que je me suis dit du coup. Ça, Voilà. à la limite, j'entends. Et donc sans du coup, son problème. dossier est au-dessus de Malik Monk. Voilà. C'est à l'heure actuelle. Mais je pense que le scénar que tu mentionnes, qui est surtout le fait que Malik Monk a vraiment fait gagner des matchs aux Kings, je s'entends. Hein. Et Malcolm Brogdon.
Ah, mais tout à fait, bien sûr. Ah, ben oh là là. Mais pareil, hein, le banc global de. Tu vois, tu me parlais du schéma de Memphis avec un banc complet. C'est vrai. Putain, et le banc complet de Boston, ça va aussi, hein. Ouais, mais Malcolm Brogdon, il mange Tyus Jones quand même, hein, en termes de joueurs. Défensivement, il le mange. Bah, voilà. Ouais, ok, d'accord. Très bien. Non. Et du coup, on n'a pas mis Christian Wood, ni l'un ni l'autre. On n'a pas Non. mis Russell Westbrook non plus, ni l'un ni l'autre. Non, pour Christian Wood et pour Russell Westbrook, il nous faudra des meilleurs résultats, je pense, ou deux côtés du terrain. Ça peut être pas mal. Donc Ça veut moi, pas dire qu'on est en train de dire que Jordan Poole est une dinguerie, hein, mais voilà. Les résultats sont pas assez bons. Russ serait podium si les Lakers étaient meilleurs quand même. c'est ça. Et d'ailleurs, ça aussi, ça joue un petit peu en défaveur de Jordan Poole, même si Ah oui, oui. sa ligne de stats individuelle est super. Moi, je pense bien. qu'il va jouer pas mal de matchs titulaires. Et en plus, je suis pas sûr que les Warriors. Enfin, on va voir comment les Warriors se redressent. C'est pour ça que Alors je que disais tu que vois, ça va être hyper intéressant les prochaines semaines. Brogdon et même Portis, dans ce cas-là, contribuent dans des équipes où on demande aux bancs de gagner des matchs. Ouais. C'est fort. Ah mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de monde. Hein. Elle va être serrée cette course au 6e homme. Hein. Ah mais tout à fait, tout à fait. Toi, tu as donc Malcolm Brogdon en 1, Oui. en Malik Monk en 2. Malik Monk en 2 Oui. et Et Ben Mathurin monsieur en Ben Mathurin 3. Ouais, c'est vraiment un secteur extérieur. Qui ship la place de Jordan Poole Ouais. ou de Bobby Portis. Et à voir pour la suite. Mais aujourd'hui, c'est comme ça que je me positionne. Écoute, moi j'ai mis Bobby Portis en 1 juste pour lui donner quelques hommages et quelques compliments parce que, pareil, ça y est, on a pris Bobby Portis pour acquis. C'est vraiment 15 points et 10 rebonds par match. C'est énorme pour des Bucks qui, en plus, bénéficient d'un très gros boulot, évidemment, de Giannis et de Brook Lopez. Mais on le voit là en ce moment. On le voit. Même s'il est au repos, Giannis, tu peux compter sur Bobby Portis. Vraiment. Il y a eu des matchs aussi où il a eu la possibilité, pas non plus de finir totalement avec lui, mais on a pu ne pas le sortir autant qu'avant parce qu'il y avait des soucis défensifs. J'aime beaucoup la saison qu'il propose. Je pense qu'il est fondamental dans la réussite des Bucks. Et qu'en plus, on a eu, comme tu le sais, hein, des rencontres où t'as pas Chris Middleton, où t'as pas Jrue Holiday. Il y a eu beaucoup d'absences, beaucoup de blessés. Et par contre, il y avait un point qui était sûr, c'est que Bobby allait faire son double-double. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et c'est une des grandes raisons pour lesquelles les Bucks sont leaders de Non, mais l'Est. j'aurais peut-être dû le mettre. Tu vois, son dossier limite me plaît plus que celui de Jordan Poole presque. Ah ouais, j'entends. Parce que aussi, Poole, en fait, je pense que ce qui a saoulé tout le monde, c'est qu'il était pourtant déjà à 16-17 points de moyenne au début de saison. Mais alors, 22%, j'exagère, hein, mais il était vraiment pas propre au tir, quoi. C'était, Non, mais ça va mieux et tout. Mais ouais. bon, on va voir. C'est ça. Donc vous, dites-nous évidemment qui vous avez sur votre podium de 6e homme de l'année, car on sait que cette course est toujours très ouverte. Attention, c'est un long marathon. On va voir ce que ça donne dans les prochaines semaines. On vient d'en parler avec Jordan Poole. Il y aura des absents, des blessés, et on va voir justement qui en 6e homme va en profiter. Nous, ce qui se passe, Alex, c'est que je pense qu'on va se retrouver demain pour un dernier trophée. Ouais, le dernier trophée en mode juste avant Noël. Exactement. Donc on vous fait des bisous, on vous attend dans les commentaires, et on se retrouve demain pour les progressions. Des bisous, Ciao. à demain. Ciao.